Bien. Donc, le sujet dont on va parler ce soir, c'est un peu un classique. Depuis que je suis à la FAT, je vois des modes. Et on va dire que la pratique de l'analyse technique, c'est une mode. Tantôt, on utilise tel outil, tantôt, on voit toute une famille d'outils qui est un peu ignorée. Et comme vous le savez, on va parler du RSI. Et il a subi des effets de mode terribles. On en a parlé à une époque, complètement oublié à d'autres époques. On va dire que depuis les outils ultramodernes qu'on a aujourd'hui, où quasiment plus personne n'a de logiciel, on est tous avec des plateformes, il n'est plus très en vogue. Alors je pense qu'il y a énormément à retirer d'une bonne maîtrise du RSI. Et je pense que vu, par exemple, toute la nouvelle population qui arrive en trading, due au confinement, due aux geeks et qui s'intéressent au Bitcoin, il en faut pour tous les goûts. Donc, peut-être que vous n'êtes pas tous des amateurs des indicateurs techniques, qui sont extrêmement nombreux. L'idée, c'est que beaucoup sont des redites, et il y en a quelques-uns qui ont leurs grandes particularités, qui sont vraiment intéressants en eux-mêmes. Bon, maintenant, comme personne ne prend le temps de découvrir comment on les calcule, on va dire que très vite, on oublie leur intérêt. C'est un peu ce qui a fait que le RSI est tombé en désuétude. Donc, le chartisme qui était carrément tombé en désuétude dans les années 90 et on va dire début 2000, reprend du poil de la bête. Et à contrario, l'analyse technique statistique, elle, est en train on va dire, d'être un peu oubliée, sauf évidemment on va dire, de certains spécialistes qui créent leurs propres outils et se fichent pas mal de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas et des modes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'origine de l'outil, ça c'est important. Il apparaît souvent comme très simple, ça m'a toujours frappé. Le RSI, le momentum, le MACD, ok, on connaît, donc on passe à autre chose et on ne se pose pas de questions. Qu'est-ce que c'est réellement? Pour d'autres qui ont essayé de regarder la formule, c'est, comme je disais autrefois, avant que ça remplisse la moitié de mon auditoire, c'est du chinois. Donc, on s'en éloigne avec prudence. On ne sait pas trop quel traitement l'indicateur fait sur les cours. Quand vous regardez dans les grands logiciels le RSI, vous prenez un classique que tout le monde connaît en France qui est ProRealTime. Il y a tellement d'indicateurs qu'on risque de l'oublier. C'est affolant. L'un des spécialistes américains, il y a quelques années, il était venu à un congrès, un salon de l'analyse technique de M. Malpel. Il disait que pour lui, il voyait un nouvel indicateur tous les mois. Quand il regardait sur Internet, donc depuis les années 2000, à peu près tous les mois, on voyait un nouvel indicateur avec des noms impossibles, évidemment, puisque mois après mois, il fallait inventer des noms nouveaux. Donc, vous avez l'alligator, par exemple, pour ceux qui connaissent, des noms un peu curieux. Voilà. Et il y a encore plein d'autres raisons qui font que, c'est vrai, le RSI est un petit peu en désuétude. Alors, il a donné beaucoup de faux signaux, et vous verrez que c'est dû, en fait, au flou de la formule. Et alors, classique, comme les autres, on l'utilise sans comprendre. Donc, on a des pertes, on ne comprend pas pourquoi, et au lieu de se remettre en cause, on remet en cause l'outil. Ça, c'est le lot de tous les indicateurs techniques, et c'est ce que je vois chez beaucoup de gens, évidemment. Alors, si ça vous intéresse de connaître l'ampleur du nombre d'outils, un ouvrage quand même déjà assez ancien, donc Stephen Akelis, qui est le créateur d'un des logiciels les plus réputés en analyse technique, qui maintenant est propriété de Reuters, c'est Metastock. Et il a été créé par ce monsieur-là qui avait écrit donc une espèce de liste assez complète. Si vous le trouvez, l'ouvrage est toujours intéressant pour vous donner une bonne vision de tout ce qui s'est fait dans le domaine des indicateurs techniques. Ce n'est pas programme du CFT, hein, ça, c'est hors programme CFT. Alors, le RSI, au départ, ça vient donc d'un monsieur, donc je vous ai présenté une photo, je ne sais pas si elle est récente, mais c'est un peu la dernière qu'on a de lui. Donc, Wels Wilder,
qui a publié un ouvrage en fait assez original à plusieurs titres. Alors, pour comprendre l'intérêt, il faut se souvenir qu'il est né en 1930. Donc en 78, il a 48 ans. Comme curieusement, beaucoup d'auteurs en analyse technique, c'est quelqu'un qui a fait fortune totalement indépendamment de l'analyse technique. Et il avait, donc je crois que dès 35 ans, donc en 1965, il était rentier. Et comme tout Américain rentier, on a un capital et on va le faire fructifier en bourse. Et donc c'est 13 ans après qu'il va publier cet ouvrage, à compte d'auteur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on voit vraiment que ce n'est pas du tout un ouvrage édité chez les grands auteurs, les grandes maisons d'édition américaines. C'est un truc assez... on a l'impression qu'il l'a bricolé dans sa cuisine ou dans son sous-sol. Ouvrage à compte d'auteur. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que il a vécu les débuts de l'informatique pour les particuliers. Un 75, premier ordinateur à quelques mois près, hein, vous pourrez vérifier. Premier ordinateur personnel qu'on peut acheter aux États-Unis. Et donc, 3 ans après, 78, il va publier un bouquin qui lui a permis de faire des choses, on va dire, un petit peu plus modernes que ce qu'il faisait avant. Avant, c'était un peu galère. Voilà, il travaillait. Alors, ça, c'est la photo de l'époque. Hein, voilà. Et avant, il travaillait avec des outils comme ça. Les plus anciens d'entre vous reconnaîtront une superbe calculatrice programmable, parce que si vous regardez là, on voit qu'on pouvait même mettre des petites cartes. Chaque petite carte, c'était un programme. Et ça, donc, c'est une Hewlett-Packard, c'est la 65, qui à l'époque faisait fureur. Il fallait quand même être assez trapu en code. Et surtout, il fallait économiser la moindre place pour le calcul. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et oui, bah, la 12C, elle était encore plus vieille, mon cher Daniel, là, si tu l'as connue. Tu l'as eu et tu as souffert dessus. Donc, quand vous avez des outils comme ça, ça va conditionner toute votre façon de coder. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Alors, si je reviens à son ouvrage, donc, on va avoir, je vous conseille de le lire, il est passionnant. Quasiment tous les systèmes qu'il a présentés sont encore valables aujourd'hui. L'ouvrage se trouve sous différentes formes, les formes légales, les formes illégales, donc je n'en parlerai pas, bien évidemment. Section 6, on va trouver le Relative Strength Index, qu'il ne faut absolument pas traduire par indice de force relative, puisqu'il ne s'agit absolument pas de construire ce qu'on appelle la force relative, du genre je divise le cours de L'Oréal par le cours du CAC. Ça n'a rien à voir. Et ce système est impressionnant. Alors voilà, quand on lit son livre, voilà ce qu'on trouve. Détail qui est important, on voit qu'il travaillait sur les commodities, ce monsieur-là. Et donc ça, c'est ce qu'il faisait à la main, avec sa petite machine à côté pour noter ses résultats très très vite. Alors en haut à gauche, vous reconnaissez la formule que vous trouvez quand l'auteur du site internet veut bien vous la donner, et qui fait qu'on n'y comprend rien du tout. Et en fait, j'ai été amené à creuser la formule du RSI parce que dans une vie antérieure, j'ai été créateur d'un énorme système informatique appliqué au marché financier. Et donc, j'étais ce qu'on appelle à la maîtrise d'ouvrage et j'avais une maîtrise d'œuvre qui était un informaticien très pointu, mais pas sur les marchés financiers. Donc, je devais lui donner ce qu'on appelle des specs, spécifications ultra précises, parce que lui, c'est pas son métier. Un informaticien, ça n'invente rien. Ça code ce qu'on lui dit de coder. Si vous lui demandez de coder quelque chose d'idiot, vous obtiendrez un résultat idiot. Si vous lui demandez de coder quelque chose de génial, vous obtiendrez un résultat génial. Donc, il fallait tout lui préciser. Et donc, j'ai commencé à regarder exactement comment avait fait notre ami Wilder. Alors, il a inventé un outil intermédiaire qui s'appelle le RS, Relative Strength, moyenne des hausses, moyenne des baisses. Et c'est là que va démarrer le drame, qui fait qu'on ne comprend absolument plus aujourd'hui ce que fait cet indicateur. Donc, il appelle hausse, alors il était dans les métiers du bâtiment, Wilder. Donc, ce qu'il appelle hausse, si le marché monte, c'est une espèce de momentum sur 2 cours de clôture consécutifs. C'est le cours de clôture du jour moins le cours de clôture de la veille. Et ce qui est curieux, c'est que si le marché a baissé, lui, il dit que ça a monté de 0. Donc déjà, mathématiquement, c'est un petit peu bancal comme approche. Et il va appeler de même baisse, la baisse entre hier et aujourd'hui,
Donc c'est une baisse en amplitude, ce n'est pas une baisse qui est signée. S'il vous dit le marché a baissé de 3 points, il dira baisse de 3, il ne dira pas moins 3. Vous voyez, c'est non signé, c'est purement algébrique. Et ces outils-là, eh bien, il va s'en servir. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, vous reconnaissez, j'ai pris ce logiciel que j'utilise beaucoup pour mes étudiants, ProRealTime. Ah, pourquoi? Parce que c'est gratuit et que c'est quand même excellent. Et que ProRealTime, allez, on va lui faire un petit cocorico, a été créé par un ancien de la FAD qui s'appelle Cédric Sigwald et qui a fait là un produit qui, franchement, aujourd'hui, est un des meilleurs produits qu'on puisse avoir. Et rapport qualité-prix, c'est gratuit, donc c'est excellent. Les cours, a priori, sont de bonne qualité par rapport à d'autres produits où les cours sont un petit peu à prendre avec précaution. Là, les cours sont de bonne qualité. Donc, voilà un graphique en ligne, line chart. J'ai mis les variations par rapport au cours précédent en vert quand ça monte, en rouge quand ça baisse. Vous l'avez, il est assez intéressant. Ligne plus point. Il faut rappeler, donc je le rappelle, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais pour des gens qui entendraient cette vidéo, il faut rappeler que le trait n'existe pas. Financièrement, le trait n'existe pas. Ce qui existe, c'est les points. On fait un résumé quotidien de l'évolution des cours. Le trait, c'est simplement pour mieux lire le graphique. Si je ne vous mets que les points, ça devient immédiatement illisible. Alors, on va regarder ce que ça donne, par exemple, sur un RSI 14. Donc, vous avez mis toutes les variations. Il y a peut-être une erreur, je suis désolé. L'action, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, j'ai pris une action américaine totalement au hasard, donc Visa. Voilà. Et, voyez-vous, là, une variation de 2,16, parce que ce cours de clôture est en hausse par rapport au précédent. Voilà, après 0,77, ainsi de suite. Variation en baisse, 3,72, ainsi de suite. Donc, les hypothèses standards du RSI, 15 cours de clôture consécutifs, donc 14 variations de close à close. C'est le fameux paramètre standard, 14. Alors, pourquoi 14? Là, il y a tout un tas de théories. C'est un peu comme pour le momentum, pourquoi on le règle à 12? Ils vont vous dire que c'est des cycles lunaires. Enfin là, il ne faut pas trop creuser, mais c'est vrai que tout le monde est habitué au RSI 14. Donc, qu'est-ce que va calculer M. Wilder? Eh bien, il va faire la moyenne des hausses. Et donc, si vous prenez ici, il va l'appeler U pour up, hausse, D pour down, baisse. Et donc, vous allez retrouver tout ça, tout ce qui est en vert, vous le retrouvez ici. Et à chaque fois que c'était en rouge, voyez-vous, 1, 2, 3 hausses. Là, il y a une baisse, donc hausse, 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 et la baisse, il remplace par 0. Et ainsi de suite. Partout où il y a 0 ici, c'est qu'en fait, on a du rouge, c'était une baisse. Et à l'inverse, donc là, voyez-vous, j'ai 3 hausses, et bien dans les baisses, ça va donner 0, 0, 0, et puis 3,72, première baisse, ainsi de suite. Il remplace les hausses par 0, quand il fait la moyenne des, par 0, quand il fait la moyenne des baisses, et il remplace les baisses par 0 quand il fait la moyenne des hauts. Voilà. Et donc voilà sa première approche de la formule avec ces fameux symboles barbares qui ont tendance à effrayer tout le monde, alors que c'est juste pour écrire de façon plus compacte ce que j'ai détaillé sur le slide précédent. Vous allez donc trouver ici la somme, 1,48,21, donc 20,75 divisé par 14, c'est la somme, 23,46 divisé par 14, 1,67,57. Les baisses sont évidemment plus importantes que les hausses, puisque si vous vous souvenez de mon graphique, le premier cours est ici, sur la page de 15, le dernier cours est ici, donc le marché a légèrement baissé. On devrait obtenir un RSI ou sans doute inférieur à 50, si je n'ai pas fait d'erreur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire dans son bouquin? Il explique bien. Juste pour la première ligne, je fais ma moyenne des hausses divisée par ma moyenne des baisses, plus 1, puis le fameux, ça je le dis dénominateur, 100, et tout ça je le soustrais de 100, puisque le RSI est ciblé. Donc vous retrouvez les chiffres précédents ici, et le calcul 46,93. Donc jusque-là tout va bien, on comprend ce qu'il fait. Voilà. Moyenne des hausses sur moyenne des baisses, le fameux RS, et la formule un peu compactée. Déjà là, on comprend ce qu'il fait, mais vous reconnaîtrez que ce n'est pas très lisible du premier coup. Donc, ce fameux opérateur intermédiaire RS. Alors, si je regarde dans son bouquin, et là, je l'ai remis sur une feuille de tableur, en fait, là, on a fait le travail pour la première date à laquelle je peux calculer l'indicateur. Dès la ligne suivante, voilà pourquoi je l'ai mis en bleu, ça part en vrille
parce qu'en fait, pour gagner du temps, il ne va pas à chaque fois faire la somme divisé par 14, ainsi de suite. En fait, il veut reprendre le résultat de la ligne précédente. On va dire que c'est un peu le b.a.-ba de l'algorithmique chez quelqu'un qui veut faire une économie de temps de calcul. Voilà, donc là, encore une fois, il l'explique dans son livre. Attention, dans certains ouvrages, que je ne nommerai pas par, on va dire, gentillesse, parfois l'ouvrage est repris avec des erreurs, faut faire attention, il y a des petites erreurs de calcul. L'américain écrit le 7 de façon qui n'est pas toujours lisible en français, entre le 1 et le 7, il peut y avoir des erreurs. Alors, c'est là où tout part en vrille et qu'on ne comprend plus rien du tout. Et le traitement des cours devient illisible. En fait, pour aller plus vite, il reprend son opérateur moyenne des hausses du coup d'avant. On a dit que c'était la moyenne sur 14. Et en fait, il le prend comme si c'était les 13 précédentes variations à la hausse. Et donc, il va multiplier par 13, n-1, 14, -1, 13, et mettre ça dans sa moyenne 14. Donc, là, on peut vraiment se poser des questions. Ah, attendez, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. J'ai cliqué trop vite, j'en suis désolé. Voilà. Là, je reprends mon calcul désormais pour demain. En fait, je vais le faire ce soir sur Visa. Hein, ça a été arrêté cet après-midi, donc je le reprends. Voilà tout le calcul. Mais vous voyez, au lieu de prendre mes petites hausses calculées close à close, je prends à chaque fois la même valeur, 1,48, 1,48, 1,48. J'ai évidemment arrondi par rapport au montant que j'avais, vous vous souvenez, j'avais, alors si je reviens vite, voyez-vous, 1,48, 1,67. Donc, j'imagine qu'en fait, le marché, il a fait ça de façon très régulière. Voilà, excusez-moi, voilà. Donc, je prends 1,48 13 fois. Et puis là, je vais mettre la variation hausse telle qu'il la calcule, c'est-à-dire si ça monte, c'est une hausse, sinon c'est 0. Et là, la variation baisse, si ça baisse, il le calcule, sinon c'est 0. Et puis là, vous trouvez 1,67 13 fois. Donc, ça donne ça, 1,48 fois 13 sur 14, plus la nouvelle hausse d'aujourd'hui par rapport à hier. Et là, 1,67 fois 13 sur 14, plus la nouvelle baisse divisée donc par 14. Et là, ça va donner le fameux lissage. Sauf qu'on ne comprend plus rien. Alors que quand on regarde bien, on voit bien que ces moyennes-là, on moyenne les hausses, on moyenne les baisses, le même nombre de barres. Donc en soi, on n'était pas du tout obligé. J'ai bientôt fini, hein, ce qui est mathématique, vous allez voir. Donc là, j'explicite la même formule un peu plus claire. Et en fait, on peut remonter. Je vous explique tout le cheminement parce que vous allez voir la, entre guillemets, arnaque de Wilder. En fait, on peut remonter. Plutôt que de faire la moyenne des hausses, on a la somme des hausses sur la somme des baisses. Donc là, je fais un petit peu d'arithmétique, je tambouille la formule, et ça me donne 100 moins somme des baisses sur somme des baisses pour somme des hausses. Vous pouvez vérifier ceux qui aiment ça. Ce qui va être important, c'est ça. C'est qu'en fait, le RSI, c'est la somme des hausses divisée par la somme des hausses plus la somme des baisses. Voilà. Et là, on commence à parler français. On voit un peu mieux ce que le RSI fait au cours. Prenons par exemple, là j'ai pris un ancien graphique que je vous représente. Donc voilà un marché, je vais calculer le RSI arrivé à cette barre. Le début de ma phase de calcul, c'est ici. Bon, voilà un graphique en line chart. Eh bien voilà la somme des hausses, la somme des baisses plutôt, la somme des hausses. Voilà. Si je les regroupe, c'est exactement le calcul que l'on va faire. Voilà. Donc là, voyez-vous, alors là, voilà, je le fais, hein, je vais un petit peu vite, voilà. Donc, somme des hausses plus, enfin divisé par somme des hausses plus somme des baisses, voilà ce que ça donne. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est qu'on va pouvoir se poser des questions toutes bêtes. Sans aucun graphique, si le RSI passe sur une phase de marché où il n'y a que des hausses, aucune baisse, que vaudra le RSI? Si le RSI passe sur une période où il n'y a que des baisses sans hausse, que vaudra le RSI? Et si maintenant, sur ma plage, le premier cours des 15 cours de clôture eh bien, est au même niveau que se trouve être à la fin le dernier cours, que vaudra le RSI? Donc là, on va travailler dans le vide pour savoir un peu comment fonctionne le RSI. Bon, premier cas, c'est très simple. S'il n'y a que des hausses, le RSI vaut 100. Mais attention, il vaut 100 quelle que soit l'amplitude des hausses. Ça peut être des hausses ridicules. Il vaudra 100.
Donc, que vous ayez des hausses, un marché qui explose au ciel ou un marché qui se traîne lamentablement, il vous donnera 100, point à la ligne. Deuxième cas, si vous avez un krach boursier ou un marché qui évolue en crabe en bougeant très très peu, s'il n'y a que des baisses, vous aurez 0. Et troisième cas, il est très simple, si sur la plage de calcul, le dernier cours de clôture est au niveau du premier cours de clôture, donc 14 périodes plus tôt, puisqu'on a une plage de 15 cours, eh bien le RSI vaut 50. Donc là, on est en train de comprendre ce que, pardon pour cette expression très mauvais français, ce que fait le RSI au cours. En fait, il est en train de nous montrer comment le marché est saturé ou non de hausse, saturé ou non de baisse. Alors, on va voir comment on peut faire un signal maintenant avec ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est la construction du signal. Donc, oui. Ah non, c'est très pratique, c'est ce que fait le RSI. On va voir pourquoi. Parce que... Alors, parce qu'on fait le fameux lissage. En fait, tu n'as jamais vu le RSI fonctionner correctement puisque tu utilises comme tout le monde le RSI que te fournit ton fournisseur et qui est un RSI caviardé. Il est caviardé parce qu'il est lissé. Donc en fait, tu traînes, mais alors tu traînes des cours qui viennent de tu sais pas où quand tu regardes le graphique, et ce lissage va empêcher le RSI de donner pleinement son sens. Or, je vais juste revenir avant, tu vas comprendre pourquoi. Quand tu regardes ça, mathématiquement, qu'est-ce que c'est ça? Wilder, il n'a rien inventé. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu une bonne idée d'appliquer ça à l'analyse technique, mais ça, c'est quoi ça? Quand tu fais des statistiques, soit tu utilises des lois statistiques qui existent. Alors, tout le monde connaît la loi des grands nombres, la loi normale, et puis des lois statistiques assez connues des statisticiens, comme la loi de Poisson, qui sert à régler dans un grand magasin, par exemple, c'est l'exemple le plus connu, le nombre de caisses pour que le temps d'attente à n'importe quelle heure du jour et de la nuit soit de X minutes. Voilà, on utilise une loi qui s'appelle une loi de Poisson. Mais tu as des phénomènes qui ne répondent à aucune loi. Donc, les statisticiens, il fallait bien donner une réponse à ces phénomènes. Ils ont essayé des lois empiriques. Et la première des lois empiriques, la plus simple, quand tu apprends les statistiques hors loi, ça porte un nom, ça s'appelle les statistiques non paramétriques. Premier cours, première année, 10 premières minutes du cours, on te dit le phénomène du jeu. Gain, perte, gain, perte. Tu joues à un jeu, il y a soit un gain, soit un perte. Et au bout de n lancés, tu regardes quel est le pourcentage de gain, par exemple, ou de perte, par rapport au nombre de coups joués. Bien, en fait, ça, c'est exactement de cela qu'il s'agit. En fait, ça, c'est un truc extrêmement simple sur un plan statistique. Simplement, comme il a lissé son calcul, plus personne ne comprend. Plus personne ne comprend. C'est sur une plage, le marché s'est déplacé, quel est le pourcentage de déplacement qui s'est fait à la hausse, quel est le pourcentage qui s'est fait à la baisse. Et comme, en effet, il a lissé, on n'a plus cette réponse naturelle. Alors maintenant, il est évident que plus tu prends un RSI sur une plage courte, plus tu montes très près de 100 et tu descends très près de 0. Mais le lissage te fausse toujours l'interprétation. Alors que si tu n'avais pas le lissage, je te garantis que tu tapes 100 et tu tapes 0. Alors je ne dis pas que ça serait plus simple à lire, mais ça serait plus vrai. Et bien évidemment, beaucoup d'auteurs te disent comme raison pour justifier ça, on est habitué à travailler avec le lissage comme si c'était une espèce de moyenne mobile. Mais c'est encore pire que la moyenne mobile. La moyenne mobile, tu peux mettre un sous-jacent théorique. Là, tu n'as rien. Mais on est habitué à travailler avec ça, je suis d'accord. On a un outil un petit peu tordu et on est habitué à le travailler. Donc je reviens sur la construction des signaux. Alors ça, c'est aussi un point important, c'est la logique. Pourquoi nos signaux ne sont pas des signaux parfaits? En fait, les signaux sont construits en partant de l'état du marché. Alors, ça suppose évidemment qu'on sache qualifier le marché de haussier ou baissier. Et là, merci Charles Dow, on sait le faire. Donc, quand le marché est haussier, on connaît l'état de l'indicateur. Il doit être proche de 100. Quand le marché est baissier, on connaît l'état de l'indicateur. Il doit être proche de 0. Je simplifie, proche plus ou moins. Mais disons, comme vous connaissez un peu le RSI dans la zone basse. Donc, quand le marché est latéral, a priori, là aussi, 50. Alors, on peut donc prévoir maintenant les changements d'état. Si le marché passe de hausse à baisse, alors
l'état de l'indicateur va passer de proche de 100 à proche de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pardon, je reviens. Ça, c'est la logique. On connaît l'état du marché, on en déduit l'état de l'indicateur. Et dans l'utilisation de nos outils, on part de ça pour en conclure l'état du marché. On inverse le raisonnement. Alors, si vous partez de là et que vous descendez là, ça s'appelle une déduction. Une déduction, c'est vrai à 100%. Et si vous partez de là et que vous remontez là, ça s'appelle une induction. Alors, une induction, c'est pas faux. Une induction en logique, c'est pas faux. C'est vrai souvent. C'est vrai tant qu'on ne trouve pas un contre-exemple. J'ai un exemple que je cite toujours. Beaucoup d'entre nous ont visité tel pays étranger. On vous dit, tiens, j'ai visité l'Écosse. Ok, qu'est-ce que tu as vu en Écosse? J'ai vu Édimbourg. Vous dites à quelqu'un, connais-tu les Écossais? Il va vous dire oui, parce qu'il va induire de ce qu'il a vu à Édimbourg de tous les Écossais, même s'ils habitent très très loin d'Édimbourg. Ils vont faire une induction. Elle est vraie tant qu'on ne leur présente pas un contre-exemple. Donc là, c'est exactement ça, et c'est pour ça que nos indicateurs, quand ils donnent des bons signaux, c'est que le signal est bien construit, ça ne veut pas dire qu'on va faire systématiquement un gain. On peut faire une perte, parce que ça fonctionne par induction. Alors, on va aller plus loin. Ce qui nous aide, c'est évidemment Charles Dow avec la nature du marché. Le marché évolue en tendance composée d'oscillation. Ce qui veut dire que quand je regarde évidemment cette schématisation, vous savez tous qu'en fait, la réalité, on ne voit pas le trait bleu. Nous, ce qu'on voit, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit pour le RSI? Bien. Alors déjà, la vision, elle n'est pas parfaite, puisqu'en fait, comme on découpe, nous, on ne voit pas bien toutes les oscillations, mais on n'en voit que, on va dire, des espèces de vues partielles. Quand vous allez mettre un RSI là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire, le RSI? Eh bien, en fait, il va prendre, quand le marché monte, il va prendre les hausses, mais il y aura toujours des baisses résiduelles. Donc, il ne sera jamais complètement à 100. Il y aura toujours ce résidu de baisse, sauf si on a un paramètre très court. Si vous regardez un RSI paramètre 3, ça veut dire 4 cours de clôture. Avoir 4 fois de suite un cours de clôture qui monte, ça peut arriver assez souvent. Et idem pour les baisses. La difficulté que vous voyez ici, c'est que si vous regardez le RSI dans une unité de temps et que vous le regardez dans une autre unité de temps, eh bien, vous allez avoir la même complexité. Vous n'allez pas échapper à la complexité que si vous regardez votre RSI en données à la minute, ce qui était masqué en données journalières, à la minute, vous allez développer plein d'autres oscillations. Donc, c'est à la fois intéressant quand on a l'habitude, mais quand on n'a pas l'habitude, on est un petit peu coincé. Alors, on voit donc que quand le RSI passe sur une période de hausse très forte, eh bien, on a cette fameuse zone qui a été donnée, donc 70-80 au début de l'utilisation du RSI, c'était moins ferme que maintenant 70-30. Certains auteurs vous donnaient 70, 72 et même 80. On le voit dans la fameuse revue Stock and Commodities, pour ceux qui connaissent, c'est la revue phare aux États-Unis, Technical Analysis of Stock and Commodities. Vous pouvez trouver sur Internet tous les volumes. Et donc, certains auteurs préféraient élargir un petit peu le RSI. Ça le rendait, on va dire, plus solide, mais avec des signaux plus fréquents. De la même façon, à la baisse, même quand vous avez un marché qui baisse fortement, le RSI va comme ramasser les petites variations à la hausse. Donc, le RSI ne va jamais être à 0, sauf, là encore, Christophe, si tu as une période très courte, un RSI, on va dire, même très rapide, à 7 ou à 9, de temps en temps, il devrait être à 0. Et à cause du lissage, tu vas avoir ce fameux phénomène. Donc, voilà pour notre RSI. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous passez sur une hausse, tout va bien, sur une baisse, tout va bien, mais quand vous passez sur un sommet ou un creux, et en fait, c'est là que ça va être extrêmement intéressant. Là, il va réagir comme un microscope mathématique. C'est-à-dire qu'il va amplifier les phénomènes justement quand il passe sur un sommet et quand il passe sur un creux. Donc, on va voir pourquoi. Donc, vous avez un RSI sur une certaine plage. Quand le marché monte, alors je vais peut-être être en phase avec mes slides, je vous l'expose ici. Quand le marché monte, en fait, ce qui compte dans le RSI, comme dans n'importe quel indicateur, c'est que donc, mon espèce de peigne se balade évidemment de gauche à droite. Donc, ce qui compte, c'est de voir ce que je vais rentrer et ce qui va sortir de la plage de calcul. Quand le marché monte, je rentre des variations haussières ici et j'enlève des variations haussières. Donc, je rentre et j'enlève une variation de même sens.
en moyenne, puisque même dans la hausse, j'ai dit qu'il y avait toujours des petites baisses. Et donc, le RSI va bouger, mais on va dire un peu de la même façon, idem à la baisse. Et quand vous allez passer au-dessus d'un sommet, de l'autre côté du sommet, vous allez rentrer des variations baissières et enlever des variations haussières. Et là, il va réagir 2 fois plus vite que le marché. Donc, il va comme doubler le phénomène, et c'est là où c'est très intéressant, une espèce de microscope mathématique. Donc, c'est essentiellement l'intérêt, et c'est pour ça que notre ami Wilder donc, a fait cette fameuse zone de surachat et de survente pour nous donner ces fameux signaux. Alors, si j'ai été clair, et si vous m'avez bien suivi, donc, un marché haussier, temps 1, temps 2, il est haussier, vous n'avez pas de signal. Le marché est baissier, il poursuit baissier, je n'ai toujours pas de signal. Là où j'ai un signal, c'est quand il passe de haussier à baissier ou de baissier à haussier. Mais tout le problème des indicateurs, c'est que parfois, ils ne passent pas de haussier à baissier, ils passent de haussier à latéral, oscillation baissière. Donc là, vous risquez d'avoir un problème de signal, et vous avez tous les autres cas aussi. Baissier, latéral, oscillation haussière, attention, et idem dans les 2 autres cas. Quand vous quittez un latéral et qu'on passe à la hausse, mais très vite, il y a une petite oscillation baissière, ou idem, vous passez à la baisse, mais très vite, il y a une petite oscillation haussière. Ça, c'est ce qui constitue essentiellement nos faux signaux en analyse technique. Alors, pour les ruptures de figure, on a ça exactement dans la même logique. Deuxième inconvénient du RSI, vrai comme faux, c'est la largeur du RSI. Vous mettez 2 RSI différents, vous aurez des indications qui seront un peu différentes. Alors néanmoins, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà observé, les différences, c'est comme si vous étiriez à la verticale le RSI. C'est moins grave que si vous êtes sur les moyennes mobiles, si vous êtes sur le MACD, si vous êtes sur le momentum, ou tous les indicateurs, on va dire, dans cette famille. Là, sur le RSI, ça va changer, mais moins. Donc là, je vous incite à regarder. On peut on peut mettre 2 RSI, on n'aura pas des paramètres qui seront, on va dire, complètement en contradiction quant aux conclusions. Un ancien membre de la FAT avait beaucoup travaillé sur cette chose-là. Quels sont les paramètres à donner quand on utilise le même outil en 2 versions, du genre un momentum, je mets 2 momentum. Comment doivent être distincts mes 2 paramètres? On considère qu'il ne faut pas que l'un des 2 soit la moitié ou le quart de l'autre. On considère souvent qu'il faut tomber dans des rapports un peu tordus du genre 2/5. Donc j'aime bien personnellement mettre des RSI, par exemple, si je mets le 14, mettre en même temps le 9, parce que 9-14, c'est assez différent. Ou alors mettre un RSI 25 avec un RSI 17. Là aussi, je suis aux 2/3 et ça se complète très bien. Alors, le vrai RSI, donc si je fais le calcul de Wilder sans le caviarder dès la 2e ligne de mon calcul, histoire de réagir à la française, hein, vous savez que pour un Américain, un Français, c'est quelqu'un d'arrogant, donc j'ai retourné RSI, ça donne ISR, voilà. Donc la vraie formule, vous pouvez la coder très facilement sur ProRealTime, ceux que ça intéresse. Si vous voulez, je pourrais la mettre sur le site de la FAT, comme ça, et ça va nous motiver un peu pour que le site refonctionne. Elle est très simple à coder. C'est presque, on se demande même pourquoi c'est pas remis en standard, et vous pourrez regarder ce que ça donne. Alors, quel est l'intérêt aussi du RSI? Ce tableau est un petit peu barbare, mais va vous donner un peu une aperçu de ce qu'on peut faire auprès d'étudiants. L'analyse technique, c'est l'endroit génial pour faire travailler les étudiants sur des formules Excel complexes, mais néanmoins faisables. C'est difficile, mais on peut y arriver. Idem pour ceux qui aiment coder, je m'adresse à des étudiants en VBA, par exemple, ça c'est parfait pour apprendre à faire du code un peu sympa, sur des choses réalistes, utilisables et néanmoins pas inabordables. RSI et signal, toute la difficulté quand vous passez de l'analyse technique au trading, c'est qu'est-ce qu'un signal et est-ce que je peux le backtester? Alors voilà par exemple le genre de choses que je leur fais mesurer, c'est sur un grand historique des changements d'état. Donc vous avez la zone neutre, vous avez la zone sur achat, la zone sur vente. Donc déjà ça c'est un paramètre qu'on peut faire varier évidemment. Donc là vous voyez l'intérêt d'avoir une macro VBA où on ne va pas tout recalculer à chaque fois. Et on regarde donc des états du genre je quitte la zone neutre pour rentrer en zone de surachat.
Ou alors, je l'étais, j'y reste. Ou alors, je la quitte. Ou alors, je la quitte, mais je reste au-dessus du niveau d'équilibre de 50. Ou alors, je franchis le niveau de 50, mais en restant dans la zone neutre. Et c'est à partir de là que vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, calculer des véritables systèmes, puisque vous allez pouvoir backtester des systèmes complètement. Au lieu d'être dans le brouillard, vous pouvez tout à fait, et en fait, élaborer un véritable système qui sera peut-être pas parfait, mais dont vous mesurerez, j'allais dire en vieille monnaie gauloise, au franc le franc, si votre système est rentable ou si votre système est perdant. Alors, en l'occurrence, sur notre indicateur, je vais très vite puisque le temps m'est compté, je crois. Qu'est-ce qui est intéressant dans le RSI? Et là, c'est une approche, je dirais, qui curieusement pourrait nous rapprocher, nous, techniciens, des gérants de portefeuille. Le RSI est excellent. La meilleure utilisation du RSI, c'est quand vous quittez la zone sur achat ou la zone sur vente. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mouvement est fini. Alors, un mouvement est fini, ça ne veut pas dire que le marché se retourne, même si de temps en temps vous avez des gros coups de chance ici, bon, alors on serait rentré un petit peu tôt, mais au moins quand un mouvement est fini, ça veut dire que c'est un signal de sortie. Et pour les gérants de portefeuille, c'est l'une des choses, action, je parle d'un gérant action qui a son CFA, qui gère en fondamental et qui ne veut même pas entendre parler du technique. Très souvent, ils ne savent pas quand sortir d'un marché. Ils vont vous expliquer, ceux qui ont bien connu les asset managers le savent, ils vont toujours vous expliquer pourquoi rentrer sur un marché, et pour eux, rentrer, c'est à l'achat, mais quand sortir, on ne sort pas. La vie naturelle d'un gérant, c'est d'acheter, c'est pas de vendre. Et bon, malheureusement, la vie lui apprend très vite qu'il va falloir vendre, même si, quelque part, il n'aime pas, il se fait un peu harakiri, et ils n'ont pas d'outils. Pour eux, ce n'est pas logique de vendre. Le nec plus ultra d'un gérant, c'est de vendre quand il y a une OPA. Voilà. Et là, de faire un mail à tous ses clients, vous voyez, comme j'ai eu raison de rentrer sur cette valeur il y a 15 ans. Alors, vous pouvez regarder, c'est le discours classique des gérants mid-caps et small-caps. Le RSI est excellent, même si de temps en temps, le gérant va être un petit peu furieux, pour lui dire, là, tu as intérêt à sortir, parce qu'il n'y a peut-être pas un retournement, mais le marché risque de faire un latéral. Le monde serait aussi beau que les journalistes aiment nous le dire si les marchés financiers avaient deux mouvements, la hausse, la baisse. Ce qui nous pourrit la vie, c'est le latéral. Bon, bah, au moins, un gérant de portefeuille qui va sortir avant une tendance latérale, eh bien, il ne perd pas son temps et ses capitaux à rester sur une valeur qui, a priori, risque de ne pas bouger. Donc, le RSI, moi, j'ai constaté au fil de l'eau sur de nombreuses actions, par exemple, il est excellent pour être utilisé comme signal de sortie. Et le signal de sortie, c'est lorsque le marché, après être rentré en zone de surachat ou de survente, la quitte. Bon, bah là, par exemple, hein, il y en a une, là, voilà, le marché nous dit, ah, fort risque de fin de mouvement. Bon, là, c'est du tout récent. Hein. Tout récent. Alors, évidemment, ce signal, vous allez pouvoir le compléter avec d'autres choses. Vous allez pouvoir le coupler avec d'autres outils, bien sûr. Là, je vous ai mis en surimpression, c'est le même graphique. Le RSI officiel est ici. Et là, voilà le fameux ISR. Donc, je l'appelle indice de saturation relative, c'est-à-dire saturation. S'il est très haut, il est saturé de variation haussière, mais il y a un résidu de variation baissière. Et s'il est très bas, il est saturé de variation baissière, mais il y a toujours ce résidu de variation haussière. Et on voit en fait qu'il est un petit peu plus brutal dans ses variations. Hein, il va un petit peu plus haut, un peu plus près de 100. Par exemple, ici, on le voit nettement, hein, l'absence de lissage le fait aller beaucoup plus près de 100 que le RSI classique, qui évidemment est plus lourd. Mais du coup, on peut modifier, je ne l'ai pas fait ici pour ne pas complexifier les trois traits. J'aime bien me mettre le trait rouge de 50 en pointillé et les zones de surachat sur vente en trait plein. En fait, j'aurais dû mettre deux autres zones de surachat sur vente. Elles sont un peu plus loin de 70, plutôt à 74 et à 36 pour l'autre zone. Donc voilà ma conclusion. En fait, c'est un excellent signal de sortie partielle, ce qui veut dire que voilà un outil auquel on ne s'attend pas. Mais le RSI, vous gérez un portefeuille, vous avez un trading super actif sur, on va dire, le tiers de votre capital. Et sur 2 tiers de votre capital, vous gérez des actions, comme on dit, en gestion de portefeuille. Eh bien, vous avez un excellent signal de sortie. Alors, le seul risque, évidemment, qui n'est pas annulé, c'est que vous avez un latéral très rapide et puis après, le marché reprend sa tendance initiale. Mais
statistiquement, et là encore, je vous ai montré un peu comment on peut construire des mesures statistiques, c'est impressionnant de voir à quel point, très très souvent, quand on quitte la zone sur achat ou sur vente, le marché va faire un latéral. C'est très fréquent. Donc si vous diversifiez ça sur une quinzaine de valeurs, eh bien vous verrez, ça marche très très bien. On peut le coupler avec d'autres indicateurs de volume, mais ça c'est la suite à un autre chapitre. Donc voilà, comme j'aime à dire, ce qui compte, ce n'est pas l'indicateur, mais c'est l'usage que vous en faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé d'appliquer le RSI sur les produits dérivés, turbo Turbo, non. Sur des futurs, oui. Futurs et Forex, ça marche très très bien. Avec des turbos. Bah, je vais utiliser. Non, moi je vais lire le RSI. Non, je lis le RSI sur des cours vrais. Parce que là, j'ai le maximum de volume sur le cours. Le turbo, si tu veux, si tu regardes, quand tu es sur des futurs, le RSI marche exactement de la même façon. Sauf que, bon, il faut que tu aies de la liquidité. Si tu as un futur qui est liquide trop peu de temps par rapport à ce que tu vas regarder, là évidemment, là, tu vas perdre un petit peu de sens. Sur des historiques de turbo, je regarderai le sous-jacent plutôt. Parce que les RSI, il faut avoir une nerveuse. Ça dépend vraiment des moments de marché. Ça dépend vraiment des moments de marché. Nerveux, si tu regardes certaines actions allemandes, ça peut être très mollasson et au contraire, ça peut être hyper nerveux. Si tu regardes certains marchés, tu prends le sterling dollar, tu le prends en 10 minutes, bah oui, c'est plus que nerveux, ça part dans tous les sens. Donc là, ton RSI, en effet, tu as intérêt à rallonger la période de calcul de ton RSI. C'est un peu moins lisible. Hein. Les RSI très très longs, j'en ai vu rarement. Les RSI réglés à 40, 50 et plus, ça j'en ai vu rarement. C'est le plus long couramment vu, c'est entre 25 et 30. Les RSI jusqu'à 25-30, oui, ça peut être sympa sur certains marchés. Ah, mais toujours le même. Tu vas te mettre deux RSI, tu te mettras un 25 et je te dis un 17 ou un 19, et puis tu vas regarder comment les deux vont te donner les fins de mouvement. C'est toujours l'idée. Tous les modèles construits, alors typiquement les divergences, c'est hyper casse-figure. Et en plus, la divergence, quand tu essayes de comprendre pourquoi, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire, en fait, tu utilises un phénomène à l'aveugle. Alors que là, on a une vraie explication. Quand tu vois le RSI quitter une zone de surachat ou de survente, c'est ce fameux phénomène mathématique où le RSI passe par-dessus un sommet ou un creux. Et donc, les variations qui sortent et les variations qui rentrent sont de signes différents. Si tu veux, c'est la même histoire que quand tu as deux personnes qui se réunissent pour créer une entreprise, au départ, ils disent 50-50. Et l'un des deux dit non, on va faire 40-60. Bon, ok, la variation elle est que de 10 en apparence. Mais il y en a quand même un des deux, il a perdu beaucoup plus que 10%. Tu vois. Pour ceux qui ont déjà créé des entreprises, ils voient très bien de quoi je parle. Là, c'est la même chose. La façon de regarder va changer. Eh bien, le RSI, d'une certaine façon, par ce qui sort et ce qui rentre, il l'amplifie. En fait, il réagit presque 2 fois plus que le marché ne te le montre. Et on le sait. C'est pas comme les moyennes mobiles où en effet tu regardes que ou le momentum, tu regardes que ce qui se passe à la bougie T et tu regardes pas ce que tu es en train de faire sortir. C'est ce dont on parlait avec Christophe. En fait, les indicateurs réagissent autant à un phénomène passé qu'au phénomène actuel. Mais là, tu ne le vois pas. Et c'est gênant. Dans le cas du RSI, quand tu quittes la zone de surachat ou de survente, c'est pas gênant, c'est un avantage. Et c'est le seul indicateur que je connaisse qui ait cet avantage. Simplement, Wilder nous l'a caviardé dès le départ parce que lui, il avait des tout petits ordinateurs. Je me souviens à l'époque, hein, en 78, quand tu avais 12 kilo-octets de mémoire vive, tu avais un très très bel ordinateur. Aujourd'hui, le moindre étudiant qui achète une clé USB, il y a 32 gigas dessus. Hein, bon, voire 128, Fabien, hein, pour une petite clé USB, pour mettre des vidéos. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Laurent, pas trop mathématiques, je sais que tu n'es pas un adepte de la formulite aiguë. Non, mais c'est très intéressant. Un petit peu une réponse en fait, d'abord le nombre de périodes du RSI, c'est totalement 14,
Il n'a pas d'explication dans son livre, Wilder. Ouais. Et la zone de 70-30, c'est totalement, pour envie de dire bullshit, mais c'est comme ça que c'est. Oui. Il est toujours très pragmatique. En fait, il dit, vous réglez votre RSI comme vous le voulez, en fonction de ce que vous cherchez. Vous le mettez à 7, vous le mettez à 25, peu importe. Et vous allez mettre votre zone de surachat et de survente, par exemple la zone de surachat, de telle façon à ce que le RSI ne dépasse cette zone que 5% pardon, de la totalité. Ouais. Et quand vous avez effectivement un oscillateur qui est dans la zone où il n'est pas 95% du temps, on est là, statistiquement, dans un moment de saturation, qui ne veut pas du tout dire que ça va se retourner. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que le marché qui se chauffe, qui peut continuer. Mais en revanche, à partir du moment où il est dedans et il en sort, là je te rejoins, t'as un trigger. Alors, Helder a dit ça parce qu'il a repris un peu, il a voulu reprendre l'histoire de Bollinger aussi. Le fameux 95%. Il s'inspire. Il s'inspire fortement. Voilà. Ah oui. Mais en effet, c'est toujours l'histoire de la sortie quand le marché, en fait, quand l'indicateur retourne vers le 50. Et l'idée, c'est que s'il retourne vers les 50, à peine monté à 55 ou à peine baissé à 45, c'est pas suffisant. Ah, plus tu as tendu l'élastique fort, et plus en effet, c'est un peu ce qu'on attendait tous sur certains marchés ces mois-ci. Quand on voit des marchés qui montent sans jamais baisser, tout le monde se dit, il y a un beau matin, le marché va s'arrêter. On tend l'élastique, mais on sait bien que c'est un élastique. Et donc, il ne faut pas être le dernier qui prend l'élastique quand il est tendu. Et quand le marché repart dans le sens inverse, à ce moment-là, ça peut être violent. Mais, tu vois, ça peut être violent, mais je préfère le côté, il faut sortir. Parce que le marché peut très bien prendre une forte hausse, et sur les actions, c'est classique, te faire un latéral. Donc, si tu commences à shorter simplement parce que ton RSI a quitté la zone de surachat en disant « c'est bon, je rentre en position baissière », là, tu prends des risques énormes. Alors que simplement alléger une position, Jeanne, qui a bien connu les asset managers à action, puisque tu l'as été aussi, savoir alléger une position, quand tu es dans le fondamental et que tu ne regardes rien d'autre que la prochaine Assemblée Générale et le prochain sourire du PDG sur telle ou telle vidéo, ça peut parfois être utile de dire, tiens, là, j'ai une raison objective d'alléger ma position. Et ça, seul le RSI te donnera ça. Il y a très peu d'autres indicateurs qui vont te dire, attention, on risque de rentrer dans un latéral. Ou alors, du coup, tu fais du chartisme. Mais là, c'est autre chose. D'autres questions? Oui? J'avais une question, mais vous avez peut-être à Daniel tout à l'heure. Vous avez parlé donc du signal sur achat, sur vente, le moment où le RSI quitte ces zones, et vous avez évoqué la question des divergences. Oui. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça... Ça marche bien, mais le problème des divergences, en fait, ce qui a été noté, là c'est un vieux truc d'analyse technique, les divergences, le problème c'est que il y a des martingales qui ont été créées sur les divergences, je pense d'ailleurs que certains d'entre nous connaissaient des gens qui aimaient beaucoup ça, c'est quand on regarde un marché haussier, avant la bonne divergence, on peut s'en taper deux qui vont donner des faux signaux. Donc la martingale, elle est simple. La première, je joue X. Là, j'ai tort. Je me prends ma perte. Deuxième divergence, je double. Troisième divergence, je multiplie par 4. Parce que le problème de la divergence, c'est pire. C'est que là, selon le réglage de l'indicateur, on a ou on n'a pas divergence. Et là, je rejoins Laurent. Si vous mettez votre zone de surachat-survente à 70, 71 ou 68, vous avez ou non divergence, puisque le premier retournement de l'indicateur doit être en zone surachetée ou survendue. Pas le deuxième nécessairement, mais au moins le premier. Et donc là, la divergence est hypersensible au réglage de la zone de surachat ou de survente. Je parle simplement d'un
sans forcément dire qu'on dit que le niveau de surachat sur vente est 30 ou 70. Et par exemple, sur un double creux, on a un deuxième creux du RSI qui est plus haut que le premier. Oui, alors que le marché fait quoi, lui? Un double creux ou pas? Oui, par exemple. Oui, ah bah ça, c'est classique. Plus bas, mais Oui, le oui. RSI, lui, fait un point plus haut. Alors, pour citer Julien Nebenzal, il avait un truc que j'aimais bien. Il en parlait quand il commentait son bouquin, enfin le bouquin auquel il a participé comme troisième rédacteur, donc dans le Béchu, Bertrand, Nebenzal. Il disait bien que quand vous regardez la divergence, il faut regarder la divergence en regardant en parallèle les cours en cours de clôture. Puisque comme le RSI est construit à partir des cours de clôture, si vous regardez le marché en bougie, vous pouvez ne pas avoir le bon agencement. Par exemple, si j'ai une divergence haussière, le marché peut me faire une apparence de creux plus bas, mais quand je regarde les cours de clôture, non. Voyez-vous? Il faudra regarder votre marché en graphique en ligne et regarder le RSI en dessous. Même si vous avez des mèches qui pourraient vous fausser la perception. Donc ça, c'est une recommandation qu'il donnait. Mais l'un des meilleurs Français qu'on ait eu, alors il a été à la FAT un certain temps, c'est le rédacteur du journal Action Future, le rédacteur d'origine, Florent Barrios. Lui, il était vraiment pro des divergences et néanmoins, il était un petit peu, on va dire, silencieux quand on lui demandait justement est-ce que la divergence est sensible au réglage de la longueur du RSI? Or, elle l'est énormément. Vous mettez un RSI 14, un 19, un 25, il y en a un, il voit une divergence, l'autre ne le voit pas. Mais la divergence, vous aurez quand même, moins nettement, vous aurez quand même le phénomène de latéral. C'est-à-dire que le danger de la divergence, c'est que vous le prenez souvent en entrée de position, alors qu'elle est encore plus nette comme sortie. Mais ça, les gens, en fait, il y a une espèce de travers qu'on trouve beaucoup chez ceux qui débutent en analyse technique, c'est de rechercher des signaux d'entrée de position. Or, là encore, pour citer un ancien de la FAT qui n'est plus là, parce qu'il y a eu énormément de membres à la FAT, Réjeanne pourrait nous le dire, depuis pas mal d'années, on a vu passer je ne sais pas combien de personnes, facilement plus de 500 personnes. Donc je me souviens d'un trader privé, lui, quand il utilisait les divergences, il en faisait un véritable système de trading. Et il disait bien que le risque est absolument énorme. Alors, je vous conseille de lire, si vous vous intéressez aux divergences, le système de... Alors, c'est un Français, il faut quand même le citer, il a monté un truc sympa. C'était l'ancien analyste technique de Crédit Agricole, Asset Management, Gérard Sagnier. Lui, quand il y a divergence, il va regarder des patterns de bougies japonaises. Mais là encore, il s'en servait comme signal d'entrée en position, comme beaucoup de débutants en analyse technique qui cherchent des signaux d'entrée et non pas des signaux de sortie. Alors que vous avez même des traders américains, c'est connu, ils rentrent quasiment au hasard. C'est limite pile ou face. Et ils vous disent, après, il faut gérer la sortie. Gérer une sortie de position est presque plus compliqué, plus dur, mais plus efficace que gérer l'entrée. Donc voilà, je vous ai présenté un signal de sortie partielle, pas forcément totale, mais essayez-le, vous verrez, c'est franchement très intéressant. Alors pour du trading, si vous tradez que sur un seul actif, là c'est un petit peu chaud. Hein. Si vous êtes monoproduit or et pétrole, c'est un peu plus compliqué. Oui? Alors non, en fait, il fonctionne. L'intraday, on en parlait, Christophe et moi, il y a quelques jours. Le problème de l'intraday, il faut que vous ayez un intraday pas trop sensible au gap d'ouverture. Donc, si vous êtes sur des marchés où il n'y a pas de gap d'ouverture, ça va. Bien évidemment, si vous avez un planning qui vous permet d'opérer à 5 heures du matin parce que vous avez un signal à 5 heures du matin, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes sur des marchés à fort gap, là, votre indicateur, il peut carrément sauter. Et c'est ce qu'on connaît sur le très classique bande de Bollinger. Chaque fois, vous avez une énorme bulle. Enfin, souvent, vous avez d'énormes bulles parce qu'il y a eu un gap d'ouverture. Donc, l'indicateur saute complètement. C'est pour ça que, attendez, regardez comment le RSI se stabilise. Si vous êtes par exemple dans du RSI 1 minute, comment il va se stabiliser. Mais il marche très bien, malgré ce que je viens de vous dire, il marche très très bien en intraday. Il n'a pas de soi d'unité de temps où il marcherait mieux qu'à d'autres. De par la formule, non. Maintenant,
je répète, je redis encore, faites attention, selon les marchés, le gap d'ouverture peut être sanglant. Typiquement, si vous faites de l'intraday sur le CAC, c'est moins violent que si vous faites de l'intraday sur les actions du CAC. Parce que le gap est moins violent que sur les actions du CAC. Là, vous pouvez avoir des gaps très violents, voire carrément mortels. Quand vous avez un gap et que le marché ouvre de l'autre côté de vos stops, par la solution Kleenex, j'en connais pas d'autres. Oui, il y avait une autre question. Non, je reviens sur ce que disait Laurent, sur justement regarder le pourcentage d'occurrence pour avoir finalement une logique de l'aide normale. Il n'y a personne qui l'a fait. Alors, en fait, je vais même compléter. C'est une technique très générale. Elder, là encore, il y a différents bouquins. Il faudrait que tu me dises de quel bouquin tu fais allusion. Ça, c'est un truc, typiquement, pour étudiants, c'est un truc de backtest. Tu prends n'importe quel indicateur et tu mesures le nombre de phénomènes extrêmes. Tu prends le momentum sur 10 ans et tu dis, je vais regarder les points extrêmes et je vais prendre les 20 points extrêmes. Et puis, je vais mettre une zone coupe-feu, pare-feu, appelle-la zone comme tu veux. Wilder, il a appelé ça surachat, survente, qui financièrement ne veut rien dire. C'est un marché suracheté. Et alors, en face, il n'y avait pas de vendeur, peut-être. S'il y a un cours, il y a un acheteur, un vendeur. Donc déjà, la dénomination, elle est curieuse. Donc, appelle ta zone pare-feu, coupe-feu, comme tu veux. Et tout simplement, tu vas dire, je mets ma zone juste en dessous du niveau au-dessus duquel j'ai eu tant de points extrêmes. Ça revient un peu à ça. Tu peux le faire avec le RSI, mais tu peux le faire avec le momentum. C'est l'un des rares moyens de réglage empirique du momentum. Comment régler un momentum? Tu comptes tout simplement tous les sommets du momentum et tu dis, bah voilà, sur le nombre de sommets du momentum entre deux moments de passage du niveau 0, eh bien, je vais faire un bête décompte, dénombrement, et je vais mettre mon seuil quand j'aurai que, par exemple, le 10% des sommets plus haut que mon niveau. Tu fais ça de l'autre côté. Attends, juste, je termine. Validité de ce truc. Et c'est là le piège. Quelle est la validité de ce calcul? Eh bien, c'est du Bulkowski tout craché. Pour ceux qui se souviennent de l'ouvrage de Bulkowski qui avait testé tous les indicateurs, je ne sais plus quoi, ça dépend de ta plage de calcul. Fais ce calcul sur un an 1978-1979, recommence 83-84, recommence 2007-2008, recommence 2016-2017. Tout change. Quelque chose de temps que je regarde, quelque chose d'infra. Que le RSI, systématiquement, se recalcule avec des bornes de type 2 écartilles. Si, enfin, si, il existe. Si, il existe. Mais il n'est pas public. Il existe, mais il n'est pas public. Comme disent les Italiens, fate da soli. Comme disent les Anglais, do it yourself. Tu le fais. Mais bien sûr que ça existe. Ça, c'est un outil de quants très simple. Enfin, très simple. Si à côté, tu as un codeur qui t'a pondu, il est à peu près... oh, c'est pas très long, hein, ça prend 400 lignes de code. Mais il n'est pas public. Il était autrefois, Vincent Gantz s'en souvient peut-être, dans des produits qu'on a connus dans les années 90 et qui étaient l'un des logiciels phares, c'est TradeStation. Ça se codait sans aucun problème avec TradeStation. Mais attention, Christophe. Je te montrerai la formule pro real time, c'est pas compliqué. Mais attention, parce que là, tu vas reporter le problème plus loin. Fais attention, ça c'est la logique. Tu repousses le problème. Tu dis, j'ai résolu mon problème, je veux tant de points au-dessus, tant de points en dessous. Oui, mais quelle plage? D'accord, donc dans chaque time frame, tu n'auras pas le même réglage. Et mais c'est parce qu'on a des logiciels qui aujourd'hui peuvent le faire qu'on n'est plus à la calculette.
Ça fait très longtemps. Il y a 30 ans, déjà, on pouvait le faire sur TradeStation. Mais ça dépendra si tu calcules ça sur un historique de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et de ton time frame. À chaque fois, tu auras ce paramètre. Et c'est le piège de ces systèmes-là. L'un des anciens présidents de la FAT, à savoir Thierry Béchu, dans une banque où il a beaucoup travaillé, s'est trouvé confronté à ce problème. Il y a toujours ces paramètres que tu es obligé de régler fixes et tu t'aperçois qu'en fait, ils sont très importants. Alors, ça porte un nom en statistique quand on fait de l'analyse des données, c'est ce qu'on appelle les interactions d'ordre n. Tu as deux petits paramètres qui ont l'air indépendants, mais quand tu les conjugues, leur interaction, elle peut être dramatique. Alors, ce n'est pas pour te décourager, mais ça veut dire que j'espère que tu as du temps pour faire de nombreuses observations. Mais l'idée est évidemment passionnante, notamment pour les étudiants qui sont adeptes d'Excel et de VBA. Là, c'est un champ de travaux pratiques. Merci, Président, de m'avoir permis de faire cette présentation. Très intéressante conférence. Je suis toujours demandeur à la FAT de clubs de réflexion très précises. Ceux qui aiment l'informatique et l'analyse technique, bienvenue. Alors, dernière chose, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre au café à côté, à l'angle 110 rue Courcelles. Le Millennium, ça s'appelle. Le Millennium. Le Millennium. Les millésimes. Le millésime. Le millésime. Lapsus révélateur.